Quelle claque monstrueuse. À la 65e, il y a 47-14 pour l'Écosse. 47-14 pour l'Écosse à la 65e, c'est monstrueux. Et du coup, j'ai voulu prendre un peu de recul par rapport à tout ça, parce que dans l'émotion et tout, t'es pas très lucide. J'ai couché mes petits, j'ai regardé de nouveau le match à froid en passant plus vite les actions. J'ai regardé toutes les statistiques du match, mais aussi je les ai comparées aux statistiques des 3 premiers matchs. Et du coup, j'ai vu des choses très différentes de ce que vous allez entendre un peu partout ailleurs sur la toile, sur les applications, dans tous les débriefs. Il y a des choses vraiment différentes que je vais vous dire maintenant. Donc 4 parties dans cette vidéo. La première, je vais vous montrer justement ces statistiques et vous expliquer pourquoi c'est différent, qu'est-ce que ça change. La deuxième chose, je vais vous donner ma vision de cette défaite et des points, des axes qu'il faut vraiment que l'équipe de France améliore. On va parler des meilleurs joueurs du match dans un troisième point. Et en dernier point, on va parler de la semaine à venir, du classement et donc du coup de ce dernier match face à l'Angleterre. Gros disclaimer avant qu'on commence, ici c'est pas l'endroit, on va pas taper sur les joueurs les uns après les autres. Ils n'étaient pas les meilleurs du monde il y a 2 semaines, ils sont pas les plus nuls achetés en pâture maintenant. Donc si vous voulez juste une liste de mecs qui ont raté des trucs, c'est pas ici que ça se passe. Alors, première partie, les statistiques et pourquoi c'est un peu différent de ce que vous avez pu voir ailleurs. Tout le monde dit qu'on s'est troué en défense. Du coup, j'ai regardé les stats, 33 plaquages manqués. En effet, c'est énorme. Mais il faut vraiment pondérer ça. Tout le monde dit qu'on s'est troué en défense. Et c'est vrai, d'un côté, on fait 33 plaquages manqués sur l'ensemble du match. Pour comparer, on en a fait 21 contre le Pays de Galles, 22 contre l'Irlande. J'ai les stats en dessous du téléphone. Ok, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, mais attention, on a énormément défendu. 241 plaquages tentés. C'est du jamais vu sur ce tour de destination. Donc, par rapport à cet énorme taux de plaquage, on a un taux de plaquage réussi de 79%. Celui-là, il est pas si mal. Il n'est pas dans les standards habituels, mais il n'est pas si mal que ça. Par exemple, si on compare, l'Écosse, elle, a un taux de réussite au plaquage de 78%. Donc oui, on a pas mal manqué de plaquage. Sûr que 33, ça fait quasiment, c'est ça d'ailleurs les stats, quasiment 2 plaquages manqués par joueur. C'est un peu ce qui correspond en plus à la réalité. Mais voilà, c'est pas si énorme que ça. En tout cas, ça n'explique pas la déroute en elle-même. Tout le monde dit on s'est fait pénaliser comme jamais. Alors oui, c'est sûr qu'on a été plus indiscipliné. 10 pénalités contre nous. Mais c'est pas non plus rédhibitoire. On dit souvent que dans un match international, on essaie de viser moins de 10 pour être dans un statut à peu près correct. C'est vrai que sur les premiers matchs du 6 Nations, on a été assez extraordinaire dans ce compartiment du jeu. Mais par exemple, face à l'Italie, on concède 6 pénalités et 3 bras cassés. Donc pareil, bien sûr que c'est un peu plus que d'habitude, mais c'est pas non plus ce qui peut expliquer la défaite. Troisième point que j'entends un peu partout au niveau de cette indiscipline, c'est les cartons jaunes qui nous auraient coûté le match. En fait, les statistiques, elles sont là. Quand Mathieu Gélibert il prend son carton jaune à la 32e, de la 32e à la 42e, on ne prend pas d'essai. 0 point marqué, ni d'un côté ni de l'autre. Et quand Lenny Nouchi, après l'énorme coup de chaud des Écossais, au milieu, fin de deuxième mi-temps, prend son carton jaune, l'Écosse met encore un essai et la France met un essai, celui d'Antoine Dupont. Donc sur nos 2 cartons jaunes, finalement, on est à l'équilibre. Encore une fois, c'est pas ça qui peut expliquer les tournants du match. Et ensuite, dernier point que les statistiques elles viennent un peu pondérer, c'est que tout le monde dit que l'Écosse a vraiment joué ultra rapidement, qui nous ont mis en difficulté par la vitesse d'exécution, surtout la vitesse d'éjection des rucks. Du coup, je suis allé voir, sur l'ensemble du match, les Écossais font des rucks de moins de 3 secondes à hauteur de 45%. 45% de leurs rucks ont été faits en moins de 3 secondes. Et ben nous, c'est 51% de nos rucks qui ont été faits en moins de 3 secondes. Donc oui, ils ont joué vite, mais nous, pour le peu de fois qu'on a eu la balle, par contre, on a vraiment joué vite, voire même plus vite qu'eux. Donc pareil, c'est pas un point en lui-même qui explique l'ensemble. Alors c'est que des petits points qui, accumulés les uns aux autres, expliquent peut-être les choses, mais j'y vois aussi un grand signe. C'est que c'est pas vraiment une défaite de l'équipe de France, c'est une victoire de l'équipe d'Écosse. Ça paraît bête à dire, mais en fait quand on change le prisme, et nous en tant que Français c'est un peu compliqué, l'équipe d'Écosse elle a été extraordinaire sur tous les plans. D'un point de vue purement individuel, Ben White, il a fait le match de sa vie. C'est incroyable ce qu'il a mis à Antoine Dupont, exactement comme Antoine Dupont a mangé le petit neuf italien. Là, Ben White, il a été exceptionnel. Finn Russell, 7 sur 8 au pied, métronome, régulateur, un peu magicien quand il fallait, la paire de centre, Tuipulotu Hugh Jones, meilleure paire de centre du monde sur les 5 dernières années cumulées. Ils ont eu un peu leur haut et leur bas, mais sur les 5 dernières années, pour moi, il n'y a rien à dire, c'est la meilleure paire de centre de l'année. Et demandez à Moefana De Porter, Moefana Barassi ce qu'ils en ont pensé. Mais au-delà de ça, je veux dire, il y a eu une performance de l'ensemble, surtout sur le paquet d'avant, qui en conquête a été monstrueux. Ils font 14 sur 15 en touche, ils font 5 sur 6 en mêlée.
sur leur introduction. Et sur notre introduction, ils récupèrent une pénalité et un bras cassé. Les nettoyages des rucks, de manière constante pendant 65 minutes, ils ont été les premiers à arriver sur chaque zone de collision. Enfin, extraordinaire dans une ambiance de feu à Murrayfield. Aucun jeu au pied raté, que ce soit d'occupation ou de possession. À chaque fois, ils étaient au duel, que ce soit défensif, offensif, bien placés dans les zones libres du terrain quand ils allaient occuper. Tout ça accumulé, ça fait que l'équipe d'Écosse, elle a fait un travail extraordinaire, à titre individuel, à titre collectif. Mais quel pied de jouer pour cette équipe. Je m'étais toujours dit là, pendant tout le match, je me suis dit, si jamais tu as envie d'être ailier ou centre dans une équipe du Six Nations, c'est l'Écosse en fait. Ça joue de tous les côtés, tu prends ton pied, Murrayfield, une ambiance de zinzin. En plus de ça, ils ont été bons sur le terrain, mais aussi en dehors. La semaine avant le match, tu as le droit d'envoyer des clips sur l'équipe adverse aux arbitres du match. C'est ce qu'ils ont fait, les Écossais. Devinez sur quoi ils ont mis vraiment le curseur pour l'arbitre? Sur les zones de ruck, les nettoyages des rucks français, qui ont tendance à aller attraper, depuis les 3 matchs du Six Nations, les 3 premiers, les joueurs un peu dans la zone qui traînent pour les consommer, malgré eux. Et ben, voilà, l'arbitre, qu'est-ce qu'il a sifflé? Mais à fou qui vient plaquer son ballon un peu en nettoyant le ruck une fois dans le match. François Cros qui le fait aussi un petit peu plus tard. Même en préparation d'avant-match, sur l'influence autour des arbitres, ils ont été bons les Écossais. C'est une victoire de l'Écosse avec une partition sublime de nos amis écossais. 50% de réduction la première année. De qui je vous parle? Je vous parle de Sporeasy, vous connaissez, dont on est l'ambassadeur depuis plus d'1 an maintenant. Pour rappel, Sporeasy, c'est l'outil qui fait gagner des heures chaque semaine à tous les encadrants et dirigeants des clubs en les libérant des tâches administratives. Un exemple concret, les collectes d'argent. Aujourd'hui, tu peux gérer les licences, les cotisations, tous les événements du club directement dans l'application. Tu payes en ligne, en un clic, c'est facile. Et au-delà des paiements, tu peux aussi gérer les présences-absences, centraliser toutes les communications du club au même endroit et même donner de la visibilité aux partenaires du club. Bref, c'est un outil complet pour piloter ton club et faciliter la vie de tous ses membres et qui se concentre finalement sur ce qui est le plus important, le terrain. Et c'est pas pour rien que plus d'un tiers des clubs affiliés à la fédération utilisent déjà Sporeasy. Vous les contactez directement par message privé, par Instagram en venant de ma part et vous bénéficierez de ces 50% de réduction sur votre premier abonnement. Merci à eux de nous suivre, de nous aider, d'aider les clubs. Bon épisode. Deuxième partie, maintenant qu'on a un peu pondéré toutes les statistiques et où tout le monde s'agite là pour des chiffres, alors que vraiment pour moi, c'est pas chaque chiffre qui explique la défaite, mais c'est l'ensemble des chiffres et la perte des Écossais. Le scénario de ce match, pourquoi on a perdu, comment on a perdu et qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Le scénario de ce match, en fait, on le débute assez mal. On a vraiment une nette domination de l'équipe écossaise, traduit d'ailleurs par un essai, par des imprécisions, par des plaquages ratés. Je pense à celui d'Yoram Moefana en première main. Mais finalement, on s'en sort plutôt bien. 7-0. Et finalement, on remet même la main sur le ballon. Antoine Dupont arrache un ballon, ça fait essai derrière. L'essai d'Atis Ogbe, je trouve qu'on a bien, entre la 10e et la 26e minute de cette première mi-temps, finalement, on a pris ce match en main. On a l'impression que ça y est, on s'était installé. On avait pris la mesure de cette équipe. On jouait très très bien parce qu'ils ont une rush défense qui n'est pas très précise, les Écossais. C'est-à-dire que si tu arrives à faire une sautée, ce qui est rare de nos jours les sautées, une sautée pour aller chercher le dernier défenseur, souvent il y a des mismatchs ou alors des zones de montée non parallèles et du coup avec des intervalles qui se créent. Et quasiment 3 fois entre la 10e et la 26e, je crois que c'est Atis Ogbe une fois, c'est LBB servi par Ramos, Atis Ogbe c'était servi par Jalibert, et il y en a encore une 3e fois. On trouve des espaces très rapidement en allant très vite sur les extérieurs. Et là tu dis, voilà, pas mal. On a pris le pouls, c'est le coup de chaud de Murrayfield au début. Là maintenant, on met nos 2 essais. Je crois qu'il y a 12-5 ou 12-7 à la 26e minute. On est pas mal. Et là, il y a un trou d'air. Il y en aura 2 d'ailleurs dans le match. Un trou d'air. On se prend 2 essais en 5 minutes, à la 26e, à la 31e. Là, la mi-temps se finit. Et ensuite, il y a un deuxième trou d'air monstrueux. On se prend 4 essais en 19 minutes. Je crois que j'ai jamais vu ça de la part de l'équipe de France. Entre je crois que c'est la 42e et la 61e, on se prend 4 essais, le match il est plié à ce moment-là. Et dernière partie de ce scénario, le score est fait, 47-14, l'équipe de France remet la main sur le ballon, l'Écosse baisse un petit peu d'intensité, c'est tout à fait normal, on leur met un 26-3, je crois, sur les 15 dernières minutes avec 4 essais marqués, qui nous fait du bien. Mais pour reparler de ces trous d'air là, celui de la première mi-temps de 5 minutes où on se prend 2 essais, et celui de 19 minutes où on se prend 4 essais en début de deuxième, finalement, ça me fait vraiment penser à ces trous d'air que le Stade Toulousain a eu pendant les Coupes d'Europe, une fois contre Édimbourg, une fois contre Saracens, où en fait, tout d'un coup, tu as un trou d'air, et là où la force du Stade Toulousain et de l'équipe de France, parce que force est de constater quand même qu'il y a 80% de l'équipe qui est du Stade Toulousain, par le passé, nos temps faibles, on avait la capacité de vraiment pas prendre beaucoup de points. Et d'ailleurs, ça a été le cas même pendant 6 nations.
Mais là, en fait, on a complètement craqué. Et je vois un parallèle assez intéressant. On y reviendra après, je vais essayer de l'expliquer. En tout cas, un parallèle assez intéressant entre le Stade Toulousain et l'équipe de France. Alors, pourquoi? Voilà, vous avez compris, maintenant qu'on a fait le scénario, qu'on a montré les statistiques, pourquoi? Comment on l'explique? Je vais essayer de vous donner ma vision. Attention, encore une fois, ça ne regarde que moi. Déjà, premier point, pas mal d'imprécisions. Ça, forcément, c'est ce qui nous met dedans. Je pense à, oui, il y aura Moefana, il faut quand même le dire, qui fait 7 plaquages manqués sur les 15 qu'il a tentés. Mais c'est tous des plaquages en premier temps de jeu, sur des lancements de jeu où là, tu n'as pas le droit en première mi-temps, sur une des premières actions où ça fait essai derrière. Je pense à Lenny Nouchi qui circule en fin de match là avec Julien Marchand et puis finalement Ben White il s'infiltre dedans. Ça fait un essai. Je pense à encore Julien Marchand sur la touche là quand ils font une feinte de croisée, double croisée pour l'ailier Stern qui va inscrire l'essai en coin. Bon bah là c'est un manque de marquage défensif, on a trop anticipé. Je pense à quoi d'autre encore comme imprécision? Je pense à Antoine Dupont, bien sûr, qui fait cette passe directement pour l'ailier écossais pour son deuxième essai. Bon, là, c'est Ben White qui lui tape sur les mains au moment où il fait sa passe. Et du coup, bah, la balle va un peu plus vers l'avant, sinon elle va vers Yoram Moefana. Ça, c'est un fait de jeu, plus parce que Antoine Dupont, il a toujours porté à ça de la ligne défensive et il a toujours réussi à trouver les bons intervalles et les bons joueurs. Voilà. Bon, là, pour une fois, c'est pas passé. Forcément, il fallait que ça arrive sur ce match où il n'y avait rien qui allait. Voilà, ça, c'est plus un fait de jeu. Je ne mettrai pas tout le poids sur Antoine Dupont sur cette action. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'imprécisions et que chaque imprécision, face à l'Écosse, elle a été payée cash. Ils nous ont pris à notre propre jeu. D'habitude, c'est nous qui punissons les équipes dès qu'elles font une petite erreur. Là, au niveau des turnovers concédés, dès qu'on en a concédé, des turnovers francs, on a été punis directement. Bon, ça, c'est pour le côté très pragmatique. Ensuite, il y a des points, là, pour moi, qui sont plus profonds et qui nécessitent réflexion et en plus qui sont importants pour l'avenir, pour la suite. Je trouve que quand ça ne fonctionne pas, quand on a des problèmes dans le jeu, notre jeu devient de plus en plus caricatural. Après, je peux comprendre. À chaque fois qu'on a marqué des essais, on prolonge au pied, et puis LBB, il arrive, il fait de la magie, on arrive à l'avoir. Atisogbe, il arrive, il fait de la magie. Donc, c'est vraiment des réflexes qu'on a eu de la part de Jalibert, de Dupont, de Ramos, de prolonger au pied. Mais là, quand à chaque fois que tu as une balle dangereuse, tu fais un jeu au pied, tu prolonges tout au pied, et que bah, là, en plus, ça marche pas, bah, tu perds la balle. Il y a des fois, il va falloir quand même apprendre à trier, à pas devenir caricaturel dans le sens où, bon, bah, c'est pas grave, on n'a pas marqué sur le premier temps ou le deuxième temps, je pense qu'on va sûrement marquer 2 ou 3 temps plus tard. Et même si on marque pas, on va récupérer une pénalité qui va nous permettre de continuer de mettre la pression et de marquer juste après. Donc, je trouve que moins ça va bien, plus on se repose sur ce qui fonctionne chez nous, c'est-à-dire un coup de magie de Dupont, c'est-à-dire un jeu au pied par-dessus Jalibert, ou prolonger au pied tous les ballons pour espérer que nos ailiers, ils arrivent à marquer derrière. Et moins on va bien, plus on le fait. Voilà, ça c'est un gros point pour je trouve, parce qu'on l'avait vraiment vu en novembre, ça avait été criant, on avait abusé d'un espèce de jeu au pied, de prolongation de jeu au pied, un peu à tout va. Le troisième point, on a un espèce d'attentisme. C'est un peu bizarre comme mot, mais je trouve que c'est ça. Même quand le jeu va pas bien, même quand on n'est pas bien, qu'on est dominé, etc., on a une espèce de confiance en nous qui est bien, qu'on a bâti sur plusieurs années, à force d'être revenu à chaque fois dans des matchs, d'avoir gagné des matchs compliqués. On a une espèce de truc, ça va tourner. On va se réveiller. Le momentum du match, il va de nouveau tourner. Et en fait, tu as un espèce de truc où personne n'est dans l'urgence, personne un peu se remobilise. J'ai pas vu des mecs dire allez les mecs on se réveille, etc. Enfin, à la 65e, quand il y a 47 à 14. Donc, ce côté, ça va tourner, c'est sûr. Ça fait qu'on reste dans une espèce de, dans une espèce de cauchemar. On n'est pas réveillé et on attend que ça arrive. On attend que ça arrive. Putain, les mecs, en fait, faut se réveiller plus vite. En fait, on n'est pas dans l'urgence là. Sauf qu'en fait, quand il y a 2-3 essais d'écart qui sont déjà à 25 points, là, c'est le moment déjà de se réveiller, de lâcher les chevaux, de trouver des solutions, d'aller chercher autre chose. Et pas de se dire, de toute façon, dans le passé, ça a toujours bien tourné, ça va continuer de bien tourner. Et là, du coup, ça introduit parfaitement mon quatrième point. Je trouve qu'on n'a pas assez d'agilité tactique. On n'a pas assez d'agilité stratégique. Quand vraiment ça ne fonctionne pas, nous, on a un plan assez vraiment très clair. L'équipe de France et le staff de l'équipe de France, que ce soit Fabien Galtier, ou même, par exemple, j'ai fait un épisode du podcast avec Jérémy Sheradam, qui est le data scientist de l'équipe de France. Ils ont des scénarios prédictifs de tous les matchs qu'ils ont déjà fait contre toutes les équipes qu'ils ont déjà affrontées. Donc ils savent à peu près les différents scénarios possibles. Donc ils préparent des solutions vis-à-vis de chaque scénario. Mais quand il y a un scénario qui ne se passe pas du tout comme prévu, genre celui-là, 50-40 contre l'Écosse, tu ne peux pas le prévoir. C'est un truc qui sort de nulle part. Et bien là, je trouve qu'on manque d'adaptabilité, on manque d'agilité.
Ça me fait penser au match face à l'Afrique du Sud, Coupe du Monde 2023, où il y a un truc qui ne va pas et on n'arrive pas à changer. On n'arrive pas à renverser la table, on n'arrive pas à proposer autre chose. On ne propose pas autre chose. C'est-à-dire que c'est ça qui me dérange. Quand on n'a pas ce côté, on va essayer de proposer autre chose et puis tant pis si ça ne marche pas. Non, on reste dans notre truc jusqu'au bout. Ce côté caricatural que je disais avant. Contre l'Écosse, il n'y a rien qui va. Et là, on n'est pas capable de se dire, ok, on va complètement renverser la table et changer complètement notre fusil d'épaule et tenter, par exemple, ce qu'on a fait contre les Gallois. Ou alors tenter finalement de garder la balle et puis de nous imposer notre rythme parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils arrivent à la tenir, la balle, l'Écosse, et ils arrivent à imposer leur rythme. C'est ça, moi, qui m'a manqué, ce côté, ça va pas, on change tout. Ou alors si, bien sûr, on change à la 65e, mais il y a 47-14. Et là seulement, on se remet à jouer vraiment à fond, on joue tous les ballons, on relance. Voilà, mais en fait, c'est trop tard, le mal, il est fait. Alors pourquoi on n'arrive pas à le faire à la 35e, à la 45e? Peut-être parce qu'en fait, on est encore dans notre plan, ça va tourner, pas de souci. De toute façon, notre plan de match, c'est ça. De toute façon, notre banc va rentrer. De toute façon, c'est prévu dans notre scénario qu'on va renverser la table. Bah ouais, mais trop tard. C'est cette espèce d'agilité-là que j'aimerais bien qu'on fasse progresser sur les mois et années à venir. Les meilleurs joueurs, parce que oui, il y en a eu. Et pour moi, c'est assez clair, les deux meilleurs. Mon premier, c'est Jean-Baptiste Gros, sans hésiter du tout. Il fait 22 plaquages. Et il en tente 22. 100% de plaquages réussis. Dont des plaquages sauvetage. Je pense à quand Blair Kingord fait une relance et qui fait une course latérale de 40 mètres pour le choper. Qu'après, c'est une action à une dizaine de temps de jeu. Et il finit à l'opposé, près de la ligne d'en but des Français pour gratter un ballon. Il est là dans un maul qui s'écroule. Enfin, un volume monumental. Et la seule fois où il se fait pénaliser en mêlée, pour moi, il tue son vis-à-vis, il n'y a rien à dire, je trouve que la pénalité elle est un peu lunaire. Enfin, pour moi, c'est une participation XXL de Jean-Baptiste Gros, comme depuis le début du 6 Nations, mais franchement, comme depuis 1 an et demi, 2 ans, Jean-Baptiste Gros, c'est le meilleur pilier gauche d'Europe, il n'y a rien à dire. Le deuxième meilleur joueur, pour moi, c'est Oscar Gégou, une activité monstrueuse. C'est la première fois, je crois, qu'il jouait 80 minutes sur l'ensemble du match, et il fait 28 sur 30 au plaquage. 30 plaquages tentés, et en plus, avec une telle activité, c'est lui à la 79e qui est au soutien de Louis Bielbarré et qui finit par marquer l'essai. Donc pareil, comme de manière générale, la troisième ligne a fait un gros boulot, Oscar Gégou, rien à dire. Et le troisième joueur, comme je le dis depuis le début du 6 Nations, Baptiste Serin, belle rentrée, dans un contexte pas facile du tout, même si c'est le moment où tout le monde lâche les chevaux et du coup ça joue un peu plus, je trouve qu'à chaque fois il est juste en fait. Là, j'ai pas un mauvais choix de Baptiste Serin. Et en fait, c'est comme ça depuis le début du 6 Nations. Encore une fois, je relance le débat. Est-ce qu'il n'est pas en train de gagner sa place de numéro 2 derrière Antoine Dupont? Bon, dernier point de la vidéo, le classement et la projection sur la suite. Ce point de bonus défensif cherché à la 76e minute, il est importantissime, vous le savez déjà, mais en fait, c'est lui qui nous fait gagner le 6 Nations. Bah ouais, je vous l'annonce une semaine avant. Oui, ce point-là, il nous fait repasser devant. En plus, on a un différentiel de points de plus 79. Je crois que l'Écosse a plus 21, donc on a une marge quand même assez énorme en cas d'égalité. Parce que ce que je pense, je ne sais pas si les Écossais vont gagner en Irlande. Ce qui est sûr, c'est que s'ils gagnent, ils gagnent avec le bonus. Ils vont jouer encore pire que contre nous. Ils vont aller que en touche, c'est sûr et certain. Et ils vont aller essayer de marquer, Et s'ils gagnent, ça se trouve, ils sont capables de gagner 20-16 en ayant marqué 4 essais non transformés. Et du coup, ça fait 20 points. Et du coup, ils ont le bonus. C'est sûr que s'ils gagnent, ils le gagnent avec le bonus. Donc nous, sachant qu'on est à l'égalité, on n'a pas le choix que de taper les Anglais avec le bonus. Mais honnêtement, je pense qu'on en est capable. Ce qui est sûr, c'est que voilà, calmons-nous, prenons du recul. Pour moi, c'est d'abord une victoire de l'Écosse qui a fait le match de sa décennie. Je pense que tous les joueurs écossais ils vont se souvenir de ce match. 15 ans plus tard, ils s'en souviendront encore, j'en suis sûr et certain. C'est un match de l'année. Ça a mis en évidence des failles. Je pense qu'on va quand même aller se le gagner, ce 6 Nations, et c'est quand même extraordinaire. Ne tombons pas sur cette équipe, ne tombons pas sur Antoine Dupont, sur Moefana, sur Galtier, alors que la semaine dernière, on les adulait. Il y a quelque chose à construire, là, on est en pleine construction, et là, franchement, avec ce qui s'est passé sur ce tournoi des 6 Nations, cette émulation collective, cette rivalité entre chaque poste là qu'ils ont réussi, cette émulation collective qu'ils ont réussi à amener, on est en train de construire quelque chose de dingue. Ne jetons pas tout à la poubelle parce qu'on s'est pris une branlée contre l'Écosse. Vraiment, c'est juste un match. Dans la construction jusqu'en 2027, il y a vraiment des choses à aller chercher. Est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de tout le monde qui dit qu'on s'est complètement foiré en défense, sur nos choix, sur l'indiscipline, ou est-ce que vous êtes plutôt mesuré comme moi en disant que c'est plutôt une victoire de l'Écosse? Dites-moi en commentaire. Ciao.